Salut à tous et bienvenue, bonnes gens, sur une nouvelle vidéo sur le Moyen-Âge et faite à l'aide du moteur de Medieval Ingénieur. On continue d'explorer les couloirs du temps en restant dans cette période médiévale. Et cette fois-ci, je vous amène à la fin du XIVe siècle, en 1385, et on va passer de l'autre côté de la Manche et de la mer pour se retrouver sur les côtes britanniques, dans le Sussex, à l'est de cette région, qui est au sud de l'Angleterre, et à une vingtaine de kilomètres de ses côtes, pour un château qui s'appelle le château de Bodiam, et qui est extrêmement célèbre en Angleterre, pour plusieurs raisons, et notamment pour être un des symboles de l'architecture symétrique, qu'on appelle, nous, personnellement, l'architecture philippienne, puisque c'est clairement un château qui a été inspiré par cette architecture-là, à ceci près qu'il n'a pas de donjon. Si vous voulez un peu plus d'infos sur l'architecture philippienne, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait sur l'aventure de Guédelon. Et donc ce château de Bodiam, le roi d'Angleterre, Richard II, a donné l'autorisation de le fabriquer, de le construire, en 1385 à un chevalier qui s'appelle Edward d'Allingridge. Et on va profiter de cette vidéo pour parler un peu du contexte historique et puis notamment du domaine de ce château, puisque cette fois-ci on s'est fendu d'un peu plus de travail pour non seulement reproduire le château en fonction des cartes archéologiques qu'on a trouvées et des données archéologiques et historiques qu'on a pu glaner ici ou là, mais également le domaine du château. Et on va faire sur cette carte-là 2 épisodes. Un premier qui est celui-ci, dont lequel je vous parlerai un peu plus de la famille de D'Allingridge, du personnage, du contexte historique, mais aussi du domaine médiéval autour du château de Bodiam, parce que c'est intéressant, on a des éléments là sur cette époque-là, pour voir un peu comment le chevalier en question, Edward d'Allingridge, a installé son château, mais également a passé tout un tas de petits contrats et même de plus grands contrats tout autour de cette construction pour assurer un avenir prospère au domaine. Il ne l'aura pas connu tellement longtemps, puisque finalement, quelques 5 ans après s'y être installé, il est mort, ce militaire. Et donc le château de Bodiam ensuite a été passé à d'autres héritiers. Bref, je vous passe un peu l'histoire. En tout cas, ici, dans un premier temps, on s'intéresse au domaine. Alors le château de Bodiam, c'est un château qui est merveilleux. Il est en ruine, hélas, à l'intérieur de ses remparts depuis le XVIIe siècle. Ne subsiste plus que ses murs. Et la barbacane également a sauté, on l'a reconstituée. Donc là, la petite tour là, hexagonale que vous voyez est encore là, mais ce pont-là n'existe plus, c'est le pont d'origine. Il a été remplacé par un pont droit qui rentre comme ça dans le château. On a remplacé également les 2 ponts-levis qui sont là par des ponts normaux. Il y a beaucoup moins d'étangs qu'il y en a sur cette carte, puisque à l'époque, on avait sans doute irrigué plus d'endroits autour du château pour le protéger. Peut-être même un peu faire de pisciculture, j'ai pas trouvé d'éléments là-dessus, mais je le suppose, on va dire. Les 2 étangs là ont sauté, ils n'existent plus, donc le petit étang là qui est à gauche est réduit à quelque chose qui ressemble à un tiers de ça. Au fond, vous avez la rivière Rother, elle s'appelle, donc R-O-T-H-E-R, hein, on est au nord de cette rivière avec le domaine de Bodiam. Et l'étang qui se trouve au fond, là, qui était l'étang du moulin à eau, qu'on a reconstitué également, pareil, c'est réduit un petit peu, quoi. Par contre, les douves sont encore là, et vraiment, quand je vous dis que c'est beau, vous verrez en images, en post-prod, je vous mettrai des images. J'espère que la version médiévale ingénieur lui fait un peu justice. J'avoue que la réfraction de l'eau, là, si elle était un peu plus poussée, on verrait le château dedans comme un miroir, et je pense que c'est un des effets esthétiques de Bodiam, en dehors du fait qu'il est relativement symétrique, qu'il est très très joli et imposant, comme ça, vu de l'extérieur, c'est un peu un château de conte de fées. Les Anglais l'aiment beaucoup, en sont assez fiers d'ailleurs, et j'espère que notre version voilà, lui fait un peu justice, quoi. Allez, on va un peu se mettre au niveau du sol. Alors j'ai utilisé pour faire cette map pas mal de modes. Un mode, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas le jeu Medieval Ingénieur? C'est un petit programme additionnel
que la communauté qui travaille ou qui joue à Medieval Ingénieur développe pour améliorer ou rajouter des fonctionnalités dans le jeu, quoi. Donc là, normalement, notamment, on a, vous voyez, tous les arbres qu'on a placés tout autour, qui sont un peu des cyprès ou des sapins. C'est un mode. Normalement, là, dans le Sussex, on aurait plutôt des feuillus, vous voyez, des chênes, des choses comme ça, des arbres feuillus. Bon, là, c'est l'arbre qu'on a à disposition. Alors, on l'a quand même planté un peu partout où on pouvait, dans l'idée de refléter une des éloges qui a été fait à Bodiam, d'être vraiment, en termes paysagers et d'intégration dans le paysage, un château qui a été vraiment reconnu pour ça, quoi. On verra donc sa construction après, et puis toutes les petites choses qu'on a essayé de reconstituer. On s'est amusé avec des modes un peu rigolos pour faire des ponts-levis qui soient déclenchables depuis le sol. On a reconstitué, il a 3 ponts-levis, tout ça, l'intérieur également. Mais là vraiment, je voudrais vous parler de la famille d'Allingridge, de Edward Allingridge, et puis de quelque chose qui est assez intéressant, puisqu'on considère que finalement, le château de Bodiam, c'est un des derniers châteaux de sa lignée, dans le sens où c'est peut-être un des derniers châteaux qui marque la transition entre ce moment où le château sert à défendre un territoire et est un vrai bâtiment militaire défensif, et où on commence à construire des châteaux un peu plus pour le prestige du propriétaire ou pour son statut social. Et il y a tout un débat autour de Bodiam, justement, qui marque bien cette période de transition dans l'architecture médiévale, qui consiste à se demander si Édouard d'Allingridge a fabriqué ce château pour assurer son statut social ou monter encore d'un cran dans la noblesse d'Angleterre, ou si vraiment, comme le roi l'avait mandé, ce château avait une fonction défensive. Le roi Richard II, en 1385, on est en plein milieu de la guerre de 100 ans. On vient d'essuyer quelques menaces d'attaque navale par les Français quelques années avant. Mais on a également une révolte paysanne qui secoue toute l'Angleterre suite à l'augmentation des taxations et puis à la peste qui a disséminé une grande partie des gens dans les campagnes. Et donc ces révoltes-là, 1381, peuvent peut-être également expliquer que quand le roi Richard II mande le chevalier Édouard d'Allingridge à faire ce château pour lutter contre les ennemis du roi, il ne s'adresse peut-être pas qu'aux Français, même si quand même on est en plein la guerre 100 ans, donc vraiment c'est l'ennemi principal. Il y a peut-être aussi finalement même autour, on se méfie peut-être un peu des rébellions et des choses comme ça. Alors, qui est Edward d'Allingridge? Edward d'Allingridge, c'est un chevalier. C'est assez rare qu'un chevalier fabrique un château. Et la famille d'Edward d'Allingridge s'est hissée un petit peu au fil des 100 années précédant la construction de Bodiam dans la noblesse d'Angleterre, jusqu'à accéder aux arcanes les plus importantes du pouvoir. Ça a commencé avec l'arrière-grand-père, c'est une famille qui n'est pas originaire de Bodiam, qui vient d'un peu plus loin, mais qui a commencé à faire un bon mariage, qui avait quelques terres, et qui, après ce mariage-là, a réussi à finalement acquérir un peu plus de terres, par héritage de la belle famille. Le grand-père a suivi le même exemple, et les terres se sont comme ça agrandies. Et le père, Roger d'Allingridge, là, vraiment, a réussi à faire un mariage également de cette façon-là, et à ce que les gains annuels de ces terres lui rapportent suffisamment pour pouvoir prétendre, pour sa famille, à la chevalerie. Et très tôt, il a mis son plus jeune fils, qui s'appelle Édouard, la main à la pâte sur les campagnes militaires et notamment les campagnes militaires en France. Et la première trace qu'on trouve de Édouard d'Allingridge sur un champ de bataille, eh ben, il a 13 ans et il est aux côtés d'un des fils du roi d'Angleterre, déjà en campagne à Reims. Et donc, assez tôt, c'est quelqu'un qui sera sur le champ de bataille et qui aura une carrière assez fabuleuse du point de vue anglais, bien sûr,
même si il n'a pas accumulé que des faits, des réussites militaires, mais en tout cas, il a participé à des grandes campagnes de la guerre de Cent Ans. Il a aussi participé à la protection des côtes britanniques. Il a participé à la grande chevauchée de 1373 de Jean de Garde, le duc d'Aquitaine, qui voulait reprendre quelques territoires à la France. Il est assez controversé, Dalingridge, puisqu'on dit qu'il a peut-être fait partie de ce qu'on a appelé pendant la guerre de Cent Ans les routiers. Et c'est vrai que les campagnes qu'il a fait, même si elles sont pour le compte d'Arundel et divers nobles anglais, se situent dans cette période un peu troublée où finalement, même si le roi Édouard III d'Angleterre a renoncé à guerroyer sur l'ensemble des terres du royaume français, en se contentant de quelques territoires, il a hélas laissé derrière lui des armées de chevaliers errants qui sont devenus des mercenaires et qu'on a appelés les routiers ou les grandes compagnies, et qui ont semé la terreur dans les campagnes françaises dans ces années-là, en rançonnant tous les nobles, bien sûr, qu'ils pouvaient capturer, mais aussi en rackettant purement et simplement les paysans à l'époque. Alors, on n'est pas non plus dans une époque où les gens sont des saints, hein, donc il ne nous appartient pas tellement de juger. Il se trouve en plus qu'en creusant un peu l'histoire d'Edward Dalingridge, on se rend compte que un des chefs routiers l'a fait arrêter en 1370, je crois, parce que justement il n'avait pas honoré le contrat de se joindre à lui. Le chef routier en question s'appelle Robert Gnolls, pour ceux qui sont curieux de la chose. Et finalement, quand on creuse un peu l'histoire, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de campagnes qui sont plus des campagnes officielles, même si elles sont forcément associées à des pillages. C'est une période de guerre, quoi. En tout cas, il semble qu'Edward Dalingridge soit revenu fortuné de cette longue carrière militaire française, et on sait de manière sûre que avec les rançons et sa présence sur le terrain, il a accumulé forcément des richesses. Alors, son père, apparemment, a organisé pour lui encore un mariage intéressant. Vous voyez, c'est dans la famille une stratégie qu'on utilise beaucoup, une stratégie d'ascension sociale, puisque finalement, de petits nobles ou presque gros bourgeois, même le père de Edward Dalingridge sera devenu quelqu'un qui comptera beaucoup dans la région du Sussex, et qui, même au niveau militaire, sera le protecteur ou à la solde, on va dire, de grands nobles anglais. Et il aura marié son fils Édouard à une dame qui s'appelle Élisabeth de Bodiam, et qui va, à la mort de son père, en héritage, léguer également à Édouard, comme l'avaient fait ses prédécesseurs pour les parents d'Édouard, lui léguer des manoirs, des terres et un certain nombre de richesses comme ça terriennes. Et donc voilà notre Edward Dalingridge qui, au terme de cette longue carrière militaire et de cette ascension, et qui est encore d'ailleurs militaire à l'époque où il construit Bodiam, s'est tellement rapproché du couloir du pouvoir qu'il a obtenu, par ses faits militaires et par sa proximité avec ce pouvoir, l'autorisation du roi de renforcer au départ son manoir, mais il prend cette autorisation et il construit de zéro un château qui s'appelle le château de Bodiam, et vous voyez, qui témoigne encore de l'histoire, de cette histoire troublée de la guerre de Cent Ans et du passé de ce chevalier. Il y avait originellement un manoir. Alors on a trouvé une maquette, qui est une maquette qu'on trouve aujourd'hui au château de Bodiam, qui met le manoir ici. En réalité, quand on creuse un peu au niveau archéologique et historique, il n'est pas là. Il est dans une vallée un peu plus loin derrière, là-bas, encore au nord. Et il a été habité jusqu'à la date de l'installation de Bodiam. Ensuite, il a été cédé. Mais donc, on l'a mis là, symboliquement, sur la map, tel qu'il a été représenté sur la maquette. Je ne sais pas vraiment à quel point la maquette était fidèle le concernant.
On imagine qu'il était peut-être un peu plus solide que ça, mais en tout cas, Édouard n'a pas jugé bon de le renforcer et a préféré s'installer sur cette nouvelle terre de Baudiam. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ben, vous l'avez vu pendant qu'on faisait un petit peu le tour, et on réabordera un peu cette histoire de polémique, hein, d'ailleurs, autour d'Édouard d'Alingridge, et de savoir si ce château est plutôt un outil d'ascension sociale pour lui ou une vraie défense militaire du territoire, et pourquoi les historiens argumentent sur cette question. Mais en attendant, je vous parle un peu maintenant de ce qu'on trouve à l'époque de la construction de Baudiam et à la fin de sa construction sur son terrain. On trouve ici des locataires terriens, c'est exactement, donc ça s'appelle des vilains, hein. On leur loue des fermes et des territoires qu'ils exploitent. Et là, on s'est servi d'un module assez sympa, qui est un mode encore qui vient de sortir là, qui est un mode où on peut avoir du blé maintenant. Donc je vous fais voir ça. Le blé là, vous voyez, il est totalement, il est très haut. On peut même, ouais, si on s'agenouille dedans, on peut presque se planquer, même carrément. C'est un mode, vous voyez, qui nous permet d'avoir du blé. On avait dans un autre mode la possibilité d'avoir du maïs, mais bon, on l'a pas utilisé parce que le maïs arrive au XVIe siècle uniquement, hein, il arrive d'Amérique. Avant ça, il n'y en a pas, donc on n'en a pas mis, quoi, hein. C'est comme les patates, les tomates et pas mal de choses qu'on connaît aujourd'hui. Avant la découverte de l'Amérique et l'importation de ces produits-là, on n'en avait pas, hein, en Europe. Donc voilà, là on a utilisé un autre mode qui permet d'avoir des petites cultures, des petits effets de jardin, des petits arbres, pourquoi pas fruitiers. Et on s'est fait ces terrains-là à l'échelle également, puisqu'on les retrouve là sur map, ces terrains-là sur carte, avec des zones de jachère, d'assolement, ouais, pour ceux qui se souviennent d'une époque où on laissait reposer un peu les terres. L'assolement triennal, ça s'appelait, hein. On avait les terrains qu'on laissait reposer 3 ans pour que la terre un peu se récupère. Donc là, on s'est amusé à faire ça. C'est pas, vous voyez, un effet du hasard si on a laissé des terres un peu comme ça ici. Alors sur les maps archéologiques, on retrouve quelquefois 5 fermes, quelquefois 4. La cinquième serait plutôt là, vous voyez, à droite, à gauche, pardon, avec un tout petit terrain, celle-ci. Et sur la map, les maps d'origine, les terrains sont à peu près comme ça. Il y a peut-être un biais un peu plus fort ici, voilà, et 3 terrains qui sont de taille à peu près identique là, et un terrain un peu plus petit à cet endroit-là. Voilà pour ce qui est des vilains. Donc on imagine que leurs produits étaient utilisés bien sûr par le château, hein. Alors là, on a une voie qui est assez grande, puisqu'elle a déjà un pont à l'époque, qu'on a reconstitué d'ailleurs. Ouais, c'est une voie assez stratégique aussi, qui longe le territoire de Baudiam. On a trouvé également sur cette map reconstituée un petit mole, quoi, un petit embarcadère, on va dire. La rivière de Baudiam est petite, hein, c'est pas un fleuve, elle est de cette taille-là, voire même un peu plus petite. Après le pont, elle devient plus étroite. Donc on imagine bien qu'on ne peut pas y fretter des bateaux d'une grande profondeur, mais en tout cas ici on avait une zone de trade, de deal, quoi. Et on peut supposer, puisque elle a été construite de manière contemporaine au château, que déjà dans l'esprit d'Édouard d'Alingridge, ici on allait pouvoir avoir des produits qui arrivent au château ou même qui en partent, hein. Et il y a pareil des traces de contrats là qui semble indiquer que Édouard avait déjà pris des dispositions pour des contrats d'affaires assez importants avec d'autres pays que l'Angleterre, et peut-être aurait affrété de manière fluviale tous ces produits. On sait aussi qu'il avait contracté à la foire de Baudiam une subvention pour s'y trouver, et donc économiquement, il y a une certitude, c'est que quand on a dit que Baudiam était un peu le rêve d'un vieux chevalier à la retraite, déjà il n'était pas à la retraite du tout quand il l'a construit, et faut pas négliger le fait que il y a pratiquement 80 ou 100 ans de bourgeoisie et de noblesse derrière cet homme, donc la gestion des terres et la monétisation ne sont pas des notions qui lui sont étrangères, et peut-être qu'en plus d'être un chevalier et un fin politique,
Cet homme-là était aussi un fin gestionnaire. En 1386, soit un an après l'autorisation de construire son château, il a également obtenu, en faisant des contrats locaux, des contrats avec des abbayes et des monastères notamment du coin, l'autorisation de fabriquer un canal et un moulin à eau. Ça encore, c'est un élément super important quoi, pour imaginer que là, entre le traitement, on va dire, du blé de ceux qui sont sur le terrain, là, plus peut-être des paysans autour, il y a toute une économie autour d'un moulin qui se met en place. Et c'est une richesse incroyable hein, pour un terrain. Arriver à négocier un moulin, eh ben, Edouard d'Allenbridge l'a fait. On a reproduit ce moulin avec sa mécanique qui fonctionne. C'est le premier moulin à eau qu'on fabrique. On s'est servi pour ça, là c'est plus pour le fun, d'un mode qui s'appelle Gears, qui permet d'avoir des roues à dents. Je vous montrerai ça sur la mécanique et sur la roue à aube du moulin. Mais là, pour l'instant, la mécanique, elle fonctionne comme celle d'un moulin à eau classique, c'est-à-dire qu'il y a une meule dormante en dessous, qui est normalement cylindrique. Là, pour les questions de compatibilité avec le jeu, on l'a faite comme ça, un peu plus large que celle du dessus, qui est une meule tournante, et le grain est posé et mis dans cet entonnoir, traverse la meule et se retrouve écrasé entre les deux, entre la meule dormante et la meule tournante. Et la mécanique, bah, elle est simple, hein. On a une roue qui est entraînée par l'eau. Comme l'eau n'est pas dynamique, là on se sert de l'eau d'un mode qui s'appelle Movoxel 15+, pour ceux qui ont le jeu de Jukebot, qui est un super mode avec de l'eau très jolie, avec plein de matériaux en plus, et une quinzaine de matériaux pour s'amuser avec. Donc comme elle n'est pas dynamique, on a un rotor pour simuler la rotation de la roue. Et là par contre, on fait quelque chose qui est très proche de ce qu'est un moulin à eau, quoi, hein. C'est une transmission très simple, rien de compliqué, et ça fonctionne et ça entraîne les meules. Alors le mode gire, là, les roues à créneau qu'on utilise, elles ont du cuivre. À l'époque, imaginez plutôt la même chose mais avec des roues en bois. C'est jouable de faire des mécaniques d'entraînement avec des roues en bois, on l'a déjà fait sur d'autres moulins, sur d'autres cartes. Là, il se trouve qu'on avait envie d'utiliser ce mode-là parce que les gires, elles sont vraiment esthétiques. Donc, on a un petit plus sur cette map pour les joueurs, c'est des idées, quoi, voilà, de mettre en œuvre un peu des modes. C'est des roues dont on s'est servi également pour faire des mécaniques d'entraînement de pont-levis. Vous verrez ça dans l'épisode numéro 2. Donc, c'est un peu de fun, quoi. Et là, si on voulait faire une grosse roue en bois, vous voyez, aussi circulaire que ça, on aurait un peu du mal avec les petites pièces actuelles. Et il n'y a pas de mode aujourd'hui qui ait les mêmes roues en bois. Voilà. Si elles y étaient, on les utiliserait volontiers. On a utilisé un petit mode aussi qui fabrique des planches. Vous voyez, normalement, la plus petite section de bois est en cubique, un peu comme ça, là. On a un mode qui est assez sympa qui permet d'avoir des planches, donc on s'en est servi également pour faire des portes et tout. Voilà, c'est un petit aparté ça pour ceux qui ont le jeu. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation. J'espère que j'ai pas été trop long, mais je pense que ça valait quand même le coup d'approcher un peu justement Bodiam comme un domaine qui soit pas qu'un domaine militaire, mais un domaine sur lequel son propriétaire avait posé des jalons forts pour avoir quelque chose de prospère économiquement et quelque chose qui est économiquement implanté dans sa région puisse également avoir une vraie force d'attraction et de génération de monnaie ou d'argent ou de richesse, quoi. Alors les questions restent ouvertes sur Edouard d'Allenbridge, mercenaire ou chevalier à la solde du roi ou mercenaire cherchant à s'enrichir. Il se trouve quand même que de toute façon à la fin de ce XIVe siècle il y a semble-t-il une évolution dans le statut de chevalier et il y a notamment un livre qui est sorti à cette époque-là qui reproche un peu à certains chevaliers de faire des campagnes pour s'enrichir plus eux au détriment des objectifs de leur roi. Et une chose est certaine, c'est que les batailles soient perdues ou gagnées, ou les lieux conquis ou non, il y a tout un tas de chevaliers qui sont revenus riches de ces campagnes, à défaut d'être revenus victorieux. Et ça a duré pas mal de temps pendant la guerre de 100 ans. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger
Vous imaginez bien que pendant les croisades, on a une violence terrible de la part des militaires également de l'époque dans d'autres pays. Donc on a une notion de mœurs aussi au milieu de tout ça. Ça fait bien longtemps qu'on sait que on n'a pas d'un côté les sauvages et les civilisés. Ça, c'est une vision un peu manichéenne qu'on essaye de nous dealer des fois. Donc la réalité est un petit peu plus compliquée que ça. C'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, notamment quand on parle de Bodiam et de ce chevalier Edward Allenbridge. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Ça nous paraissait intéressant de voir un peu le contexte et puis de voir à quoi ça pouvait ressembler un domaine. J'oublie encore une petite chose, là je vous le signale. Ici, entre la route principale et la bordure du domaine, et en dessous de ces deux lacs, là, de ces petits étangs, on a retrouvé les traces de ce qui aurait pu être un possible champ de joutes. Alors on ne l'a pas fait pour l'instant. On s'est dit que bon, il n'y avait pas d'infrastructure suffisamment en nombre certain pour être vraiment sûr de ce champ de joutes. Ça reste plausible, parce qu'Edward Allenbridge étant un chevalier, qu'il est apprécié d'avoir ça sur son terrain, ce serait pas étonnant. Il a une grande salle de banquet pour faire des grandes fêtes, vous le verrez quand on verra le château. Mais voilà, dans le doute, on l'a pas fait, puis on n'a pas trouvé d'autres éléments, ni archéologiques, ni historiques sur la question, même en farfouillant un peu, vous voyez, donc pour l'instant je vous le mentionne, mais on l'a pas ajouté. Et on verra donc dans un prochain épisode le château en lui-même, qui est un château, comme je vous l'ai dit, pratiquement totalement symétrique, et dans lequel, là aussi, c'est des standards qui bougent au niveau de l'architecture médiévale. On arrive dans une période où on cherche sans doute un peu, bien sûr, la défense et vivre en sécurité, à l'abri de ses murs, mais on a également envie d'avoir du confort. Et là, Bodiam, de ce point de vue-là, c'est un château de transition, dans lequel on va retrouver tout un tas de choses à l'intérieur de son enceinte pour le confort de ses habitants, soit la famille d'Edward Allenbridge, mais aussi, on va dire, une quarantaine de personnes en plus qui gravitent sa garnison, etc., ses serviteurs. Et donc, c'est quelque chose qu'on verra dans un deuxième épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie encore de votre présence, de votre écoute. Et puis, longue vie, soyez heureux comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous au deuxième épisode pour parler un peu plus du château de Bodiam. Salut, merci beaucoup. Ciao.